Voici la présentation. Luc m'a présenté, mais je ne fais pas les projets seul. Je fais ça avec une équipe de 12 personnes à l'intérieur de la division de géomatique. L'équipe composée d'arpenteurs géomètres, d'un géomètre, de techniciens en cartographie, en arpentage, puis en photogrammétrie. Au cours des années, on a fait des applications LiDAR dans différents projets à la Ville de Montréal. Puis, j'ai trouvé ça très poétique de dire que c'est un fil rouge dans les opérations des divisions administratives. En faisant une compilation là, de ce qu'on a fait depuis 2006, on a touché beaucoup de domaines chez les urbanistes, architectes paysagistes, ingénieurs. Puis ça touche de la cartographie à la sécurité routière. Il faut dire que j'ai la chance de pouvoir œuvrer dans un domaine où il y a beaucoup de clients potentiels. Près du tiers du territoire de la Ville de Montréal est constitué du domaine public. Rues, parcs, ruelles. Puis la Ville est, je crois, le 4e plus important propriétaire immobilier de Montréal. Il y a plus de presque 1500 immeubles propriété de la Ville de Montréal. Comme toute activité géométrique, là, on parle d'acquisition, de traitement de données géospatiales. Dans le cas des données LiDAR, en fonction des mandats, il faut décider au départ si on va travailler avec des données aéroportées, télémétrie mobile terrestre, les camions finalement, géolocalisés en déplacement, puis le LiDAR terrestre. Après ça, il y a un traitement à faire sur la donnée. Avec le temps, on a développé des normes, des procédures. Puis après ça, la diffusion sous forme numérique, sous forme de plan légal. En parallèle à ces activités-là de géomatique, ce qu'on a constaté, c'est que bien souvent, les gens font de l'acquisition, de la diffusion de données géospatiales de LiDAR impressionnant, mais avec aucune documentation. Ça amène des problèmes lorsque c'est le temps d'utiliser de la donnée d'autrui. On ne sait pas comment elle a été réalisée, encore moins traitée. Puis c'est là qu'on a fait un processus au cours des années de documenter le traitement, l'acquisition en premier, la diffusion de la donnée, sous forme d'éléments dans des cartouches de plans légaux, puis sous forme de fiches d'information répondant au principe de la Charte d'éthique de la 3D. Donc, on documente avec des fiches. Ça ressemble un peu à un plan avec cartouche, là. On représente des images de données géospatiales acquises, les traitements associés à ça, les documents qu'on a produits. En haut à droite, le type de document qu'on a produit, qui va aller dans le greffe commun des arpenteurs géomètres de la Ville. Puis on met des données descriptives par rapport aux données acquises traitées. On va mentionner qui était le mandant, qui a demandé le projet, puis quel était l'objet du projet. Comme tu disais, Jacinthe, tantôt, c'est bien, ça va changer beaucoup de choses en fonction de ce qu'ils veulent faire comme usage de la donnée 3D. Qu'est-ce qu'on va faire dans le processus de l'application LiDAR. Belle image, hein? Finalement, ce que je vous présente, c'est un échantillon de projets qu'on a fait au cours des dernières années. C'est un certain projet type, environ 14, je crois. Puis, ils ont été réalisés dans le temps d'une façon chronologique. Ce n'est pas l'ensemble des projets qu'on a réalisés, seulement qu'une partie. Mais je crois que ça représente pas mal les différents types d'applications qu'on a faites avec le LiDAR à la Ville de Montréal. Le premier projet, 2006, décembre 2006, pour la construction du CHIM, les gens de l'urbanisme le connaissent, les bâtiments, les vues d'élévation des bâtiments existants. Ça peut vous surprendre, mais il n'y avait pas de document intègre, complet, des vues des bâtiments qu'il y avait sur le terrain. Ils nous ont demandé de scanner, à partir d'un HDS 3000 de Leica, là, les différentes façades, puis on a assemblé ça par nuage de points. On a fait un ensemble de nuages de points en 2006, puis on a fait 100 millions de points. Dans ce temps-là, c'était vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on fait ça assez facilement avec d'autres technologies. Puis on avait référencé, là, des gens de mon équipe avaient référencé une extrémité du nuage de points à partir de la rue René-Lévesque ouest. Le livrable, c'était des plans d'élévation, une image numérique. On avait rencontré après ça des gens qui s'intéressaient à notre LiDAR terrestre. Il y avait un accident sur l'autoroute 15, puis il avait bloqué pendant 15 heures la circulation pour faire un constat des lieux. Puis il cherchait une méthode pour, si vous voulez, laisser une trace des éléments de l'accident. Vous voyez une auto là, accidentée, puis on cherchait la source. Regardez bien la source, c'est la SQ. C'est la SQ qui avait fait un accident.
Donc, on a fait une simulation sur les îles. On a mis les 2 véhicules. On a mis des comptes pour montrer les traces des freinages. Puis, en moins d'une demi-heure de scan laser avec différentes stations, en référençant avec du GPS en mode RTK avec une de nos bases, on a réussi à capter l'essentiel des éléments représentant l'accident. C'était un banc d'essai. Puis lorsqu'on a voulu montrer aux gens de la Ville de Montréal, la STM, je me souviens, lorsqu'ils ont vu la voiture de la SQ, ils ne voulaient rien savoir de voir notre présentation. C'est ce qu'on appelle la collaboration de corps policiers. Tu ne me modères pas, Luc? Non? OK. On continue. 2007, le directeur général se promène dans nos bureaux, M. Léger. Puis là, il voit nos données LiDAR qu'on produit, les documents qu'on fait. Puis il nous a demandé de faire une esquisse pour une passerelle au-dessus de la rue Saint-Antoine-Est, oui, puis la sortie de l'autoroute. Parce que là, en ce moment, ici, là, il y a comme une passerelle en surface, puis après ça, ça devient souterrain. Puis là, il nous avait demandé si on pouvait lui présenter une esquisse de passerelle. On a scanné, des gens de mon équipe, le secteur du Champ de Mars, différents types de scans là, en surface et en sous-sol, dans les tunnels également. On a aligné ça avec principalement les corrélations de nuages de points, puis avec quelques cibles ici et là. On a rattaché ça pas tellement loin avec des points géodésiques sur Saint-Antoine-Est. Fait que là, vous voyez le scan vu en profil. Là. Ça, c'est le métro Champ de Mars, en surface. Le souterrain pour aller jusqu'à l'hôtel de ville qui va être détruit bientôt, on nous dit. Finalement, ils vont faire le projet. En 2015, ils m'ont dit que peut-être pas cette structure-là, mais ils vont faire un passage. Regardez comment c'est impressionnant, les 2 vidéos en simultané. C'est pas moi qui ai réalisé ça. C'est quelqu'un de mon équipe. Hein? C'est bien? J'avais 100 millions de points d'un côté, un peu moins de l'autre côté, géoréférencé. Puis là, il s'en venait le projet du CHUM. J'ai dit à mes équipiers, il y a des gens qui voudraient avoir une maquette 3D des éléments bâtis qu'il y a là. Puis là, on a dit, on va jumeler les 2 nuages de points ensemble. Puis ça n'a pas été long, il y en a un qui est arrivé. Là. Finalement, le projet du CHUM à gauche, il finit près du Champ de Mars. Puis l'autre projet, bien, il est au Champ de Mars. Puis là, on avait un écart de 30 cm en référence absolue entre les 2 nuages de points, fait par 2 groupes différents de mon équipe à 2 époques. Puis moi, j'ai une maîtrise en géodésie. Fait que je disais, wow, on a un problème. Houston, you have a problem. Fait que j'ai décidé de prendre ça en main puis de dire, whoop, comment ça se fait que ces choses-là réalisent? Fait que c'est un problème de géoréférence, hein? Fait que j'ai dit, on a un problème de géoréférence absolue. Puis il y en a qui vont me dire, c'est pas important la géoréférence absolue, pourvu qu'on puisse mesurer les distances convenablement. Mais dans un projet, c'est souvent, on veut y retourner dans le temps et se retrouver au même endroit, en positionnement absolu. Puis il y a moyen d'y réaliser si on fait un canevas géospatial qui va traverser le temps puis qui aura été actualisé. Chose qu'on s'est mis à faire avec quoi? En planimétrie, des observations statiques, GPS, pour l'actualisation des réseaux géodésiques. Aussi en planimétrie, des angles et distances avec un théodolite de géodésie. Puis en nivellement géométrique pour avoir l'exactitude centimétrique avec un niveau de premier ordre. On pouvait, à partir de ces informations-là, ces observations-là, faire des compensations des réseaux autant plani qu'alti, puis par moindre carré, définir à quelle exactitude géospatiale était la qualité de notre donnée. Fait que c'est plus juste, je crois que j'ai du centimètre ou je crois que j'ai du millimètre. Non, la base du canevas géodésique, je peux décrire à quelle exactitude qu'on l'a créé. Puis après ça, on fait du relevé puis des rattachements. Dans les cartouches, les cartouches des plans légaux, on indique les coordonnées actualisées des points géodésiques. Parce que parfois, on observe les points géodésiques, on calcule des coordonnées puis on l'envoie à Québec. Puis à Québec, éventuellement, ils vont l'intégrer dans le Géodec puis ils vont le publier. Mais là, il peut y avoir en ce moment, il y a 4 mois d'attente. Fait que les gens, ils veulent réaliser tout de suite, ils nous demandent les plans, on leur donne les coordonnées, puis on leur donne les coordonnées qu'on a calculées. Fait qu'en haut, c'est les coordonnées calculées. 4-5 mois plus tard, ça va être dans le registre du gouvernement du Québec, puis ça va être actualisé d'une façon officielle. Projet suivant, 2007, gros projet, Bonaventure. Ils sont en train justement de faire ça. C'était il y a quelques semaines. Là, ils sont en train de le réaménager, autant le réseau routier que
ils vont défaire le viaduc, puis ils vont réaménager le domaine public. On a fait des levées scanners pendant plusieurs semaines. On a rattaché ça pas seulement avec les nuages de points, mais aussi avec des cibles. On a fait aussi du relevé station totale avec CAD 3D sur des éléments particuliers du bâti urbain. Ça nous a permis de faire l'alignement des cibles. Quand on me parlait de problème d'alignement de cible, c'est le problème particulier qu'on avait. Les nuages de points, ce n'est pas parfait en propagation. Il peut y avoir des problèmes de réflexion. Donc, on mettait des contraintes cibles ou des arrêts de relevés pour, si vous voulez, faire le calage de l'information. Puis on pouvait garantir à une certaine exactitude ce qu'on avait créé. Après ça, il y a de la modélisation, mis la texture. Puis, comme arpenteur géomètre, on faisait des checks. Des checks que très peu de gens font. On allait mesurer ce qu'on avait modélisé. Et c'est surprenant des fois ce qu'on peut rencontrer comme divergence. Puis après ça, ça servait aussi à faire de l'ingénierie. Les gens en structure se servaient de notre levé qu'on prétendait exact, puis on le garantissait parce qu'on générait des plans légaux d'arpenteur géomètre dans lesquels on allait valider d'une façon pérenne les données qu'on avait mesurées. On fait ça. J'avais beaucoup de plaisir à dire à ce gars-là, Simon Vidal, tu mets ta tête sur ce plan-là. Ce plan-là, là, tu mets ta tête, tu dois garantir la donnée que tu y mets. Fait que tu as intérêt à ce qu'elle soit bonne puis validée. Fait que moi, j'établissais la méthodologie, puis je les poussais dans le dos pour qu'ils fassent les checks nécessaires, qu'on puisse garantir ça dans le temps. Associé à ça, la même donnée servait à faire un modèle 3D où on allait discriminer la qualité de la donnée en fonction des layers puis de code couleur. Puis en belle finalité, des belles petites maquettes 3D pour montrer les projets à développer. 2007. On est en 2015, 8 ans plus tard. 2008, un autre projet. Puis là, à ce moment-là, Simon n'a pas le temps de s'en occuper. C'est moi qui le prends en charge. Square Dorchester, réaménagement du domaine public. Il n'y a pas question de structure là, juste réaménager l'aménagement près des bâtiments. Puis on avait pris l'habitude d'aller scanner sur les toits parce que les gens nous disaient « Allez scanner sur les toits ». Je dis « Pourquoi vous voulez du centimètre sur des toits? Qu'est-ce que vous voulez faire avec le centimètre sur les toits? Vous n'allez pas aménager les toits, vous allez aménager près du sol. Les toits, je vais vous le capter différemment. » Donc, on captait avec station totale, qui est beaucoup plus exact et précis que les autres méthodes, le rez-de-chaussée. On allait faire des vues d'élévation avec le scan en façade, puis le toit était créé par photogrammétrie. Donc, en fonction des difficultés qu'on avait générées, comme une sculpture, c'est certain que le scan fait un meilleur job que des éléments de façade. On allait faire des checks. On amenait toutes ces données-là alignées, géoréférencées ensemble, modélisation, texture. Ce qu'on crée, plan topo. Cette fois-là, c'est moi qui mets ma tête sur le bio pour garantir sa donnée-là dans le temps. Maquette 3D, modèle 3D à des fins d'analyse avec un code couleur qui garantit l'exactitude, puis belle petite maquette 3D pour nos amis urbanistes. 2008, après ça suivi, après ça en 2011, un autre projet on a fait à la Ville de Montréal, la fissuration d'une dalle de béton sur Maisonneuve. C'est une donnée qu'on n'a pas pu montrer à personne jusqu'à temps que le processus soit terminé entre l'AB et la Ville de Montréal. Donc, une fois que les gens avaient retrouvé leur esprit, on est descendu en dessous du magasin l'AB, puis on a scanné les structures qu'il y avait là, piliers, la dalle de béton vue d'en bas avec la fissure. On avait une bonne polygonation, un bon canevas géospatial. On a scanné par-dessus. Des années plus tard, ils ont enlevé la chaussée, puis on a été relevé par scan et CAD 3D, les éléments du tunnel en surface. Puis j'ai produit un plan montrant la situation des lieux. Les ingénieurs ont pris ma donnée, puis ont produit un plan de structure dans lequel il allait qualifier la donnée, puis faire la représentation qu'il avait besoin de faire. Donc, la donnée était bien qualifiée à partir des informations représentées dans les cartouches de plan. Projet 2010. On est appelé à participer au planétarium. On a un travail d'arpentage foncier au départ à faire à cet endroit-là. Scan, ce qu'on appelle le CAD 3D excitation totale, mais on a relevé le planétarium, on a relevé la surface, on était dans différents étages en sous-sol pour relever les différentes occupations qu'il y avait là. Puis le cadastre était variable. L'occupation cadastrale,
Il y avait un cadastre vertical très particulier au stade olympique. On l'a représenté, modélisé en 3D. Simon a généré des plans accompagnant de descriptions techniques en vue de l'occupation par la ville des emplacements. On a fait un modèle 3D pour bien expliquer les difficultés représentatives qu'il y avait à cet endroit-là. Puis tant qu'à y être, en complémentarité, vu qu'on avait déjà produit de la donnée LIDAR, ben on pouvait faire d'autres types de mandats. Puis ils nous ont demandé éventuellement de faire le plan topo à jour pour faire l'aménagement de ce secteur-là. Toutes ces données-là, depuis tantôt, là, on met un réseau géodésique, on met des stations d'arpentage, on met des contrôles afin d'assurer la qualité de la donnée et pouvoir la garantir. 2010, une étape préliminaire pour le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie. De nuit, on s'est amusé à aller mettre des contrôles dans l'autoroute. À chaque 100 mètres, on mettait un contrôle sur une surface construite. Ça pouvait être une porte, une seuil de porte ou un endroit qui avait un élément de ventilation. Puis on mettait des coordonnées très précises, centimétriques, pour permettre aux camions du groupe Géo 3D, en sous-contrat du groupe SM, d'aller scanner toute l'autoroute Ville-Marie en sous-sol. Ensuite de ça, ils ont produit une modélisation 3D à partir des nuages de points avec des sections. Nous, on s'était gardé des points de contrôle. On leur avait donné, ils nous avaient demandé un certain nombre de points de contrôle. On en avait pris le double. Puis lorsque la donnée est revenue 3 ans plus tard, on a pris nos contrôles supplémentaires, puis on a été vérifié à quelle exactitude qui avait créé cette donnée géospatiale-là. Puis on a pu, dans notre cas, garantir aux gens du MTQ qu'il y avait une précision de 5 à 10 cm. Autre projet intéressant, le viaduc de la rue Guy. Vous voyez, il y a un panneau qui indique, c'est réel, là. Tous les projets que je vous montre, c'est des projets réels, pas fictifs, mais ça, c'est vraiment incroyable. Les camions accrochent ce viaduc-là depuis des années. Puis là, j'ai pas ça. Comprenez-vous? Jean? Fait que là, il y a un laser à distance qui prend la hauteur du camion. Puis quand la hauteur du camion est trop grande, ils lui disent « impact ». Passe pas là. Parce que beaucoup de camions, plusieurs camions par semaine vont accrocher ce viaduc-là. Ça, c'est le gars qui m'a donné le mandat, François Niroux, un gars des transports de la ville. Donc, il devait savoir la hauteur libre du viaduc, mais il y a comme une cavité à l'intérieur du viaduc. Fait que c'est pas juste savoir la hauteur au départ, c'est étant donné l'angle du camion à essayer de penser où qu'il va accrocher. Puis le 3,75, oubliez ça, c'est pas vraiment 3,75, c'est la prescription qu'ils mettent pour avertir le gars. Fait qu'il y en a qui disent tout le temps, c'est pas bon, 3,75, je m'essaye quand même, puis rendu dans le milieu du viaduc, il accroche. Puis ça dédommage, autant au camion qu'au viaduc. On a scanné ça, mis du cadre 3D qui nous a servi comme contrôle à ce moment-là. On a assemblé ça ensemble, on a fait une triangulation, modélisation des volumes, puis voyez-vous? Ah oui, on le voit. Le camion, à quel endroit il va accrocher. On a fait une simulation d'un vrai camion à vraie grandeur, puis on a dit, règle générale, ça va accrocher là. Puis les gens, au départ, ils ne voulaient pas avoir, ils voulaient une maquette 3D pour faire ce genre de simulation-là avec des camions 3D. Fait qu'on leur a produit un modèle 3D d'analyse, pas un plan légal. Puis là, je voulais documenter ma donnée, puis je venais de signer la charte d'éthique de la 3D avec nos confrères suisses, français, nos confrères de la francophonie. Fait que là, j'ai décidé de plutôt faire une cartouche de plan légal, puis c'était pas un plan légal, c'était un modèle 3D, de mettre le même type d'information dans une fiche d'information avec un PDF 3D montrant la structure. D'où le SIG 3D OK. 2011, Luc, ça va? Métro, 6 minutes, c'est impossible. Implantation du futur campus Outremont. Les gens, il y avait une ligne de métro dans le futur campus Outremont, ils devaient faire l'implantation de bâtiments, certains arpenteurs du privé. Puis ils nous ont demandé d'aller localiser le tunnel du métro. Scanner, modéliser, avec une sortie de ventilation, maquette 3D, pour leur permettre de voir quelle place était la contrainte pour l'implantation et la construction du campus. Puis on a mis ça sous forme de
maquette 3D. 2012, une passerelle, la première passerelle conçue à la Ville de Montréal par l'unité des ponts et tunnels. Scan, contrôle avec le fil pro, jumelage des deux. Nous, ce qu'on a produit, c'est un plan topo, arpentage de mètre. Simon a produit un plan topo montrant la situation des lieux. Puis eux, ils ont pris notre modèle 3, nos données 3D, puis ils ont conçu un plan, une passerelle, ils ont conçu une passerelle 3D à vraie grandeur en vue de construction. Puis ils sont aperçus de contraintes importantes avec les fils électriques qui ont changé la conception du pont et tunnel. 2012, une autre application à la Ville de Montréal. Fait que juste pendant la commission Charbonneau, il y a des entrepreneurs qui faisaient de l'excavation sur une rue pas tellement loin du bureau. Puis, selon les doutes de l'inspecteur en chantier, l'ingénieur surveillant de travaux, il disait « Il escave beaucoup trop grand, Richard. Puis après ça, nous autres, il faut payer la tonne métrique qu'ils vont escaver. Peux-tu aller scanner rapidement les lieux? » On y a été. Puis quand ils nous ont vu arriver, là, le boule s'est mis à se promener, mais en quelques minutes, 15-20 minutes, on avait scanné le trou de ce qu'il y avait escavé. On a fait des contrôles avec du GPS RTK. On a modélisé. On a représenté sur le plan légal. Puis après ça, lui, il était expliqué qu'est-ce qu'ils auraient dû faire puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Un autre type de projet, un autre domaine complètement, le design urbain. Les gens pensaient à la ville relocaliser la sculpture Carl II, qui est très célèbre. Puis ils nous avaient demandé de faire le scan, la représentation 3D de ça. Il y a plus d'1 million de personnes, les gens du conseil de ville, quand ils ont statué sur le maintien de la sculpture à l'endroit qu'elle est, ils ont mentionné qu'il y avait plus d'1 million de personnes qui allaient voir la sculpture au cours de l'année. D'autres, on pense que c'est lié au show rock qu'ils font là, puis ils mettent la population du show rock, puis ils prétendent qu'ils vont à la sculpture. Mais c'est ça, c'est à voir. Donc, scan, avec certains contrôles avec le cadre 3D, modélisation, maquette. Ça a l'air d'être ça, une fiche d'information 3D OK. Fait que moi, dans mon cas, je fais un PDF, je mets l'information, la saisie, l'exactitude de la donnée. Puis là, on est en l'année 2000, on fait une belle petite maquette. On parle du système de coordonnées, quelle est la référence altimétrique, les références planimétriques, puis le tour est joué. On vient de documenter la donnée qu'on a produite. L'année passée, caserne qui était sur le point de nous tomber sa tête, on a scanné ça à vue de faire d'études de déformation puis de verticalité, scan, contrôle avec la station totale, plan légaux, autant un rapport d'expertise qu'un plan montrant une déformation. J'ai documenté qu'est-ce qu'on a fait comme alignement, contrôle, géoréférence, l'ordre de précision, qui l'a fait. Tout dernièrement, ligne de haute tension. Là, c'est un mandat de la ville, mais ce n'est pas nous qui l'a fait. Une application LiDAR aérien cette fois-là. Fait que Perron et Don Bélanger, mon défunt confrère Pierre Bélanger, qui avait fait ce mandat-là avec sa firme. Fait qu'ils ont pris du LiDAR aérien. Ce que vous voyez en haut, c'est en fonction de la hauteur de l'élément, l'altitude de l'élément, il y a un code couleur. Ils ont fait une caractérisation de la donnée, puis ils ont produit un plan légal avec cartouche montrant les hauteurs libres, le dégagement des fils près du sol. Application tout récente, la canopée. Là, on n'est plus dans le LiDAR capté. On est un peu ce qu'on disait tantôt, dans du LiDAR généré par corrélation 3D de pixels images. Fait qu'avec certains logiciels, là, à partir de l'imagerie multispectrale prise par la CMM, dans ce cas-là en 2011, on est capable de créer des points dans l'espace en X, Y altitude. À chaque matrice de 3 par 3, on crée un point avec une moyenne d'élévation. Puis ça génère aussi, on a par la photographie aérienne aussi une qualité RGB, donc la couleur. On est capable d'aller isoler avec le multispectral qu'est-ce qui est végétation, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que ça fait des belles présentations. Les gens nous demandent ça en ce moment en architecture du paysage, puis en urbanisme, pour faire des projets. Donc, imagerie, création du modèle numérique de surface. Là, on va les isoler, la canopée. On va générer une canopée 2D, puis on va générer une canopée 3D, faire une fiche d'information. C'est ce monsieur-là qui fait ça chez moi.
Simon Gignac n'est pas un arpenteur géomètre, qui n'est pas un géomètre. Fait que je ne peux pas y dire, tu mets ta tête sur bio par rapport à la qualité de la donnée, mais je lui dis, tu me fais une fiche 3D par rapport à ce que tu as fait. Décris ce que tu as fait. Ce qu'on a évalué dernièrement était il y a quelques mois. J'ai eu la chance d'avoir un ingénieur en géométrie de Jyväskylä, Finlande, qui est venu faire un tour au bureau. Puis il nous a amené, un type d'application de données LiDAR héliportée qui est faite en Finlande. Puis ça, c'est une représentation de ce qu'on pourrait produire à la ville. La cartographie, la topographie, l'urbanisme, transport, verdissement. Donc, lui, en Finlande, il avait fait de la modélisation automatisée des bâtiments 3D. Il a fait du modèle nu de terrain, puis il a fait une maquette pas mal automatisée à partir de nuages de points à 10 points au mètre carré, avec une exactitude de 15 cm en planie, 10 en alti. Puis on croit pouvoir aller en appel d'offres cette année, hein, Luc, puis faire donner un contrat pour ce type d'application-là à Montréal. Ce que je vous montre depuis tantôt, c'est toujours lié à des équipements. Il te reste une minute. Pardon? Une minute. Oui, des équipements. Bien là, je viens de perdre 10 secondes. Des équipements qui ont leurs contraintes, puis qu'il y a des fiches qui décrivent c'est quoi leurs spécifications. Mais ces fiches-là sont produites par les gens qui vendent l'équipement aussi. Hein? Il faut y penser, c'est comme une voiture. Tu as des défauts, ta voiture, ma voiture est parfaite. Mais quand même, chaque type d'équipement a ses particularités en précision angulaire, en distance, en portée. Il s'agit d'apprendre à travailler à ça pour voir quelles contraintes avec lesquelles on agit. Mais une image vaut 1000 mots, vous voyez. Du LiDAR, là, pour faire des plans et profils, bien, ça donne ça comme type de données. C'est très densifié comme type d'information, mais on n'a pas des points exacts aux arêtes, aux coins des cours d'eau. Puis, lorsqu'on fait de la station totale avec un cadre 3D, on peut définir exactement le point qu'on va les modéliser. Puis le défi est là, tirer profit du LiDAR, et moi, je crois en complémentarité avec d'autres types de technologies. Il y a une méthodologie, je vous laisse là, ceux qui voudront aller voir sur Internet, ça nous a pris des années de développer cette méthodologie-là. Il y a un projet de référence spatiale en avant-projet d'un projet d'acquisition de données LiDAR. Puis lorsqu'on ne produit pas de plans légaux, bien, on applique les éléments, les principes de la charte d'éthique de la 3D, puis on génère des fiches d'information que vous voyez là. Une fiche d'information décrivant la donnée, un plan légal, puis on peut laisser des traces aussi dans les autres étapes de la géométrie. Autant en acquisition, on peut laisser des traces où sont les stations, quels étaient les points de contrôle, qu'on peut laisser des traces dans le traitement pour dire quelle était la qualité de la donnée qu'on générait. Merci, Richard.